Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, la presse locale parlait de consultation en toute discrétion pour constituer le premier gouvernement post-électoral de l'année 2018. Le président réélu au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier pourrait donc, s'il le souhaite, remanier son gouvernement. Cette option, émanant du pouvoir discrétionnaire du président de la République Paul Biya, laisse aujourd'hui libre cours à toutes les supputations. Paul Biya peut-il réaliser son septennat des grandes opportunités avec l'équipe gouvernementale actuelle? Entre mauvaise posture, impopularité, bilan jugé médiocre et le renouvellement de la classe politique qui s'oppose désormais avec acuité, le tsunami est-il possible au sein du gouvernement? Quel profil pour ce septennat des grandes opportunités est désormais requise? C'est la première thématique inscrite à l'ordre du jour de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Alors que le nouveau gouvernement reste attendu, le cardinal Christian Tsoumi annonce pour les 21 et 22 novembre prochains la tenue de la All Anglophone Conference. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre, est donc loin de faire l'unanimité. La première assise, qui s'est en effet tenue en 1993, avait débouché sur l'exigence d'un retour au fédéralisme. Le cardinal soutient pourtant que cette initiative vise à trouver des pistes de solution à la crise qui paralyse les zones d'expression anglaise au Cameroun. Et si le temps nous le permet, nous évoquerons les enjeux de l'Assemblée générale du barreau du Cameroun prévu samedi prochain et qui devrait déboucher sur l'élection d'un nouveau bâtonnier au sein de l'ordre des avocats du Cameroun. Les thématiques sont donc parfaitement connues, les invités confortablement installés. 1000 fois pardon pour ces quelques minutes de retard observés à l'allumage. A tout de suite. Je rappelle que cette émission ce dimanche admet l'interactivité. Vous pouvez donc également participer au débat par SMS au 695 38 79 46 et au 651 94 11 31. Les codes vont d'ailleurs s'afficher au bas du petit écran dans quelques minutes. Je m'en vais vous proposer le profil de ceux qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche. Je vais commencer par le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Edouard Fauchivé. Bonjour, bon dimanche, merci d'être venu. Merci et bon dimanche à vous et à tous vos téléspectateurs et merci de nous avoir associés. Juste à proximité de vous, monsieur Edouard Fauchivé, vous avez le docteur Ambroise Huisson-Isomba. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes enseignant en droit public. Merci de nous avoir honorés par votre présence ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Je salue respectueusement tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Païré Paul représente le Social Democratic Front, avocat au barreau du Cameroun. Maître, merci d'être venu ce dimanche. Bonjour Yves, bonjour à tous les spectateurs, les téléspectateurs et bonjour à tous les panélistes. Je crois qu'on sera très poli. Alors, le quorum aurait pu être atteint ce dimanche, n'eût été l'absence signalée en dernière minute d'Anissé Ekane du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Néanmoins, on va donc tenir le pari de ce programme ce dimanche avec la première thématique d'entrée de jeu. Je vais certainement commencer par le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, monsieur Edouard Fauchivé. Y a-t-il urgence à remanier le gouvernement actuel ? Y a-t-il urgence à remanier le gouvernement? Tout dépend du vainqueur de cette élection, c'est-à-dire le président Biya. Et n'oublions pas que s'il y a une exigence, il faut quand même rester dans le calendrier politique du Cameroun. L'Assemblée est en train de se tenir, et c'est une assemblée presque budgétaire, dont je pense, pour moi, qu'il n'y a pas urgence en la matière parce que il faudrait d'abord que les députés puissent évacuer cette session et bien entendu que le président, de par maintenant la Constitution, peut décider d'en faire autrement. Tout dépend de son calendrier et tout dépend de sa vision. Docteur Ambroise Huisson-Isomba,
le président de la République, dans son discours d'investiture le 6 novembre dernier, avait quand même annoncé pris un certain nombre d'engagements. C'était un discours finalement aux allures de politique générale et c'est il voyait l'imminence forcément d'un remaniement de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a urgence au regard des enjeux et des engagements qui ont été pris par le chef de l'État devant le peuple camerounais? Oui, il faudra avouer qu'à la faveur de ce discours, et lorsqu'on corrèle, c'est-à-dire que lorsqu'on lit le discours aux dispositions constitutionnelles, plus précisément l'article 10 alinéa 1, qui dispose très clairement que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Donc la Constitution est silencieuse, j'allais dire les miettes, sur le timing ou sur, j'allais dire, sur l'opportunité de la nomination, mais on peut surfer sur le contexte. Vous savez, après une élection présidentielle, généralement, le président élu met en place une équipe de mission. C'est-à-dire qu'en fait, procède rapidement au remaniement ministériel et met en place une nouvelle équipe qui puisse l'accompagner. Et vous savez que à la suite de si un gouvernement est formé d'ici quelques jours, il faut également relever que plus tard, c'est-à-dire qu'après les élections législatives, si une majorité se dégage au sein du Parlement, le président sera encore tenu de reformer ou de remanier le gouvernement. Parce que vous savez, je me rappelle d'un de ses discours du 4 avril 1991, il disait que je vais nommer le Premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire. Vous voyez donc, ça veut dire tout simplement que à la suite des élections législatives, il pourrait éventuellement encore avoir un remaniement ministériel. Donc ce sont des contextes qui imposent au président de la République. Non, pour vous, docteur Issomba, il n'y a pas urgence? Non, pour l'heure, il a dit dans le discours, mais je dis bien que la Constitution ne lui impose pas un timing. C'est-à-dire le président, Edouard Fauchevet l'a rappelé, usant de son pouvoir discrétionnaire, lui-même choisit le moment où il doit, mettre en place une nouvelle équipe ou conserver l'ancienne et juste procéder à des petits jeux de chaises musicales. Donc, c'est cela. Il n'y a pas un calendrier, disons, sur le plan du droit, sur le plan de la loi. Le président n'est pas tenu par un timing. Donc, on peut simplement dire que le contexte peut imposer, donc, puisque il venait d'être élu et il a dit dans un discours, il va injecter la jeunesse dans les sphères de prise de décision, il fera une fleur aux femmes, aux dames, ainsi de suite. Donc, à partir de ce discours, on peut donc imaginer que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, le président de la République pourra certainement retoucher ou refaire totalement l'équipe gouvernementale. Maître Paul Païré, le président de la République est certes le seul détenteur de ce pouvoir discrétionnaire et comme l'a dit le docteur Ambroise Dusson-Issomba, détermine le timing de ce remaniement du gouvernement, sauf que le contexte effectivement semble prêter le flanc à l'urgence de ce remaniement du gouvernement. Il y a d'abord son discours qui souhaite impliquer la jeunesse dans les sphères de prise de décision, mais il y a également les bilans qui ont été dressés de quelques-uns de ses collaborateurs, jugés pour certains médiocres, certains auraient brillé selon la presse par leur impopularité. Ces indicateurs-là ne devraient-ils pas amener le président de la République à revoir son gouvernement? Je dis, pour ma part, bon, nous connaissons même dans quel contexte les élections se sont déroulées. Vous êtes encore là. Ça n'a pas été si clair, mais nous acceptons, nous regardons, nous constatons. Pour moi, dès lors qu'il y a déjà ce gouvernement, c'est cette élection passée, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, bon, certains sont à la résistance, il faudrait bien que les structures soient aménagées. Pour moi, je vois qu'il y a bien urgence, extrême urgence d'ailleurs, que M. Biya puisse mettre un gouvernement en place. Parce que d'ailleurs, le gouvernement, comme mon contradicteur du RDPC connaît que le gouvernement camerounais est très vieux. Il y a tellement de vieux qui ne peuvent pas assumer leurs fonctions. Et comme on le dit bien lors du discours, lors de la prestation de serment, il a bien voulu impliquer la jeunesse. Il faudrait vraiment renouveler, régénérer le gouvernement camerounais. Donc vraiment, pour moi, je dis, c'est urgent. Bien sûr, le professeur Issomba a parlé de la majorité. Au niveau des... Nous savons déjà, si les lois sont toujours les mêmes lois là,
Je ne sais pas, il faudra bagarrer autrement parce que certains parlent même dans la rue de résistance. Pour nous, au SDF, nous voulons vraiment peut-être soulever un peu les foules pour que les lois soient retouchées avant que ces élections ne viennent. Parce que là, le RDPC va partir toujours un peu gagnant là. Merci. Donc, pour moi, il est temps, le président ayant déjà prêté serment, il est temps qu'il voie. Il y a des ministres qui ne valent pas la peine. Bon, qu'il essaie de remanier pour mettre sur pied une équipe dynamique. Parce que là où nous nous trouvons, avec toutes les crises que nous vivons, de part et d'autre au Cameroun, il faudrait vraiment des personnes compétentes pour le faire. Donc vraiment pour moi, il est urgent qu'il mette sur pied une équipe dynamique pour faire relever le Cameroun. Edouard Fouchivé, finalement, le renouvellement de la classe politique ne s'impose pas. On a quand même quelques éléments d'inquiétude. Le Cameroun pourrait tenir le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2019, mais on a connu des retards dans les différents chantiers, même s'il y a une accélération, un coup d'accélérateur qui a été finalement donné en dernière minute. Il y a quelques ministres qui ont été mis en difficulté dans le cadre de certains projets évoqués par la presse. Il y a également justement cette jeunesse-là qui souhaite être impliquée de manière définitive dans les instances de prise de décision. Certains parlaient également d'un gouvernement fait davantage de fonctionnaires que de technocrates, ce qui n'avantagerait pas le président de la République dont la vision était suffisamment claire. Le renouvellement de la classe politique ne peut-il pas être une exigence dans le contexte actuel, invitant le président de la République, malgré ce pouvoir de discrétion, de revoir son gouvernement? Vous avez tout à fait raison. Le renouvellement devrait être une exigence. Si nous convoquons sur la table le discours du 6 novembre, lors de l'appréciation de serment, nous allons comprendre que le président a fait une sorte de bilan et de vision. D'abord, l'industrialisation. L'industrialisation, le Cameroun aujourd'hui, au carrefour de l'industrialisation, si nous parlons seulement de l'industrialisation et du concept de la paix, ça suppose que, d'abord, le chef du gouvernement devait être un homme aujourd'hui capable de fédérer aujourd'hui les deux tendances pour que l'unité fonctionnelle du pays devienne une réalité. Et si nous interrogeons la problématique de l'industrialisation, derrière cette tendance, nous allons voir l'énergie, nous allons voir les transports, nous allons voir l'agriculture, puisqu'il s'agit de transformer nos produits. Et lorsque nous avons dit ça, nous comprenons qu'il faut dépasser le concept aujourd'hui des administrateurs qu'on avait pour voir venir aujourd'hui les technocrates et les experts de la chose, parce que le FMI, la Banque mondiale, avait déjà signalé ce dysfonctionnement au moment où nous étions en train de repartir vers ces institutions pour faire comprendre que le management aujourd'hui n'est pas seulement lié aux administrateurs. On peut faire appel aux experts et on leur donne un cahier de charges. Le gouvernement aujourd'hui a besoin de technocrates. Et maintenant, à l'intérieur, je ne veux pas dire comme maître, ce n'est pas la jeunesse. Quand on dit jeunesse, vous voyez tout de suite un jeune de 20 ans, de 22 ans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Il faut faire très attention. Voilà. Même pas, il faut faire très attention de transformer aujourd'hui le pays. Ce n'est pas parce que l'effet Macron est aujourd'hui au cœur de la problématique. Et le docteur Soba pourra très bien analyser ça. Ce n'est pas parce que l'effet Macron en termes d'âge est en train de révolutionner le monde politique qu'on va penser qu'un jeune de 40 ans peut faire plus qu'un aîné de 65 ans, de 70 ans. Il faut faire très attention. Et permettre plutôt à l'homme du 6 novembre de mettre autour de lui une structure aujourd'hui des hommes capables de respecter les cahiers de charges. Et vous l'avez bien dit, par rapport à la Coupe des Nations, aujourd'hui, nous-mêmes, dans le cadre du RDPC, nous critiquons aujourd'hui l'avancement de ces projets parce que certains ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Les gens croient que cette Coupe des Nations, c'est 22 acteurs qui vont taper sur une boule ronde
Mais ne comprenez pas l'industrie qui est derrière une Coupe des Nations. Donc je dis pour chuter que le discours du président de la République lors de sa prestation de serment du 6 novembre a permis de comprendre un Cameroun de paix, uni, un Cameroun aujourd'hui qui voudrait entrer dans le concept de l'industrialisation et qui appelle derrière l'industrialisation toute une alchimie, n'est-ce pas, de programme où j'ai fait le ramassis et donc les hommes qui doivent l'animer doivent être des hommes, des experts, des hommes avec un cahier de charges bien précis. Docteur Ambroise Huisson-Issomba, le président de la République, Paul Biya, souhaite prendre en compte, dit-on, les frustrations de la jeunesse. Peut-être l'une des frustrations de cette jeunesse également, c'est de savoir qu'un des ministères qui est consacré entièrement à cette jeunesse est finalement piloté par quelqu'un qu'on estime être moins jeune. Édouard Fauchivet parlait de l'effet Macron, mais certains de ces jeunes, au-delà de la compétence qui est requise pour cette fonction, souhaitaient avoir finalement l'effet Blé-Goudé à ce poste-là, un ministre susceptible de fédérer une jeunesse. On a vu également quelques ministres briller par leur incapacité à trouver des solutions, par exemple à la crise dite anglophone. Certains sont partis et sont rentrés bredouilles. Voilà peut-être des contextes aujourd'hui qui pourraient inviter le président de la République à se dire il y a quelque chose à voir entre l'illégitimité, le bilan médiocre et l'urgence de mettre sur pied les projets que le président a présentés lors de son discours d'investiture. Est-ce que ces séries d'événements ne devraient pas conduire le président à se dire il est temps de mettre des hommes d'action? Ce qui est une évidence, je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos préliminaire, que le président de la République réélu avec une majorité suffisamment écrasante a donc cette envie, parce que vous voyez, ça fait 36 ans que pratiquement il a fonctionné, on peut dire avec les mêmes personnes. Et vous voyez donc que le résultat était sclérosé, c'est-à-dire que on a l'impression que tout bouge mais rien ne change. C'est-à-dire que le président ramène quelqu'un qui est parti déjà à la retraite, il lui redonne un autre poste. Pourtant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a des valeurs intrinsèques. Vous savez, pour exercer une fonction ministérielle, il n'y a pas, comment dire, on ne va pas à une école de formation. On l'a évoqué tout à l'heure, il faut être patriote, il faut avoir de la compétence, il faut être technocrate et avoir l'amour du pays. Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce que, regardez aujourd'hui, moi je pense que de la gouvernance du président de la République aujourd'hui, le bras mort qui frappe cette gouvernance, c'est justement la corruption. Vous voyez donc que si cette corruption, justement, avait les moyens de lutte suffisamment efficaces, on n'aurait pas pu avoir un résultat vraiment peu réalisant, suivant mon euphémisme. Ce que je dois pouvoir dire, en fond, c'est quoi? C'est simplement que le président de la République a je vais dire, doit se doter aujourd'hui d'une lucidité, de pouvoir mettre en place des gens qui vont l'accompagner dans sa mission, sa mission de conception de l'intérêt général de ce pays, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne l'accompagnent pas à cet effet. Et il y a donc cette nécessité de les mettre de côté. Et vraiment, quand on parle de la jeunesse, on ne va pas dire que toute la structure gouvernementale soit juvénisée. Non, pas du tout. Un bon saucissonnage peut permettre de voir après des objectifs probants. Donc moi, je pense pour ma part, M. Yves Sanjon, qu'il est important aujourd'hui que le président de la République, qui a suffisamment de l'âge, qui a suffisamment de la sagesse, doit donc s'entourer des gens qui vont l'accompagner sérieusement dans cette mission. Parce que c'est de ça qu'il est question. On s'est rendu compte que beaucoup de collaborateurs qui accompagnent le président bâillonnent parfois son action. Je vais vous prendre un exemple. Vous vous rappelez le dernier remaniement, c'est-à-dire qui était un remaniement sanction, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui ont suffisamment manqué du respect au Premier ministre. Et c'est intolérable cela. C'est-à-dire que le Premier ministre est une autorité centrale de l'administration de notre pays. Et dans une équipe gouvernementale, si déjà vous manquez du respect à la tête, à celui qui patronne à la tête de ce gouvernement, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose que cela. Donc, nécessité, oui, le président de la République, je l'ai indiqué, le contexte s'impose. Et vous savez, on discutait entre collègues encore hier, certains m'ont dit, ils verront donc la véritable visée ou vision du président de la République dès la formation du gouvernement qui va suivre. Parce que à partir de là, on pourra jauger si effectivement le président est dans une logique de rupture
c'est-à-dire et mettre de côté certaines personnes qui n'ont pas pu produire les résultats et injecter du nouveau sang. Je veux convoquer un peu le professeur Yaoundé qui disait démocratiser, c'est introduire des nouvelles idées, c'est introduire des nouvelles personnes dans le paysage politique. Donc vous voyez donc aussi, comment il est un État démocratique, il est donc évident qu'on doit introduire des nouvelles personnes. Paul, le président peut-il en réalité effectuer le, entre guillemets, toilettage qui est souhaité par l'opinion au sein de son gouvernement? Je rappelle simplement qu'en 2013, dans ce discours mémorable du chef de l'État prononcé à la faveur de son adresse à la nation, il avait néanmoins noté pour le déplorer, par exemple, la sous-consommation des budgets d'investissement public. Est-ce que ce chef d'État qui a au moins pris conscience des écueils dans la politique générale qu'il souhaite implémenter, peut-il en réalité faire bouger les lignes comme on le souhaite aujourd'hui, où le président se retrouve finalement dans cette réalité-là, heurté par une notion d'équilibre régional qui visiblement ne prône pas toujours la méritocratie? Oui, nous sommes en train de parler en termes de souhaits. Nous souhaitons. Mais j'ai peur. Quelque part, il y a un certain mutisme. C'est-à-dire en 36 ans, nous allons aujourd'hui jusqu'à aller à 42. On n'a pas pu faire bouger les lignes. Et le gouvernement est vieillissant. Je respecte les vieux. Mais nous avons affaire au Cameroun à une certaine gérontocratie. Parce que tout ce que nous parlons, nous déplorons pour souhaiter s'ils pouvaient vraiment mettre des personnes dynamiques, des personnes physiquement et intellectuellement bien outillées pour pouvoir gérer. Et vous voyez, depuis un certain temps, le Cameroun, on a parlé tout à l'heure, on parle de paix et paix. D'où vient-il que sur 10 régions, 2 régions sont en guerre, presque même pas 10 régions seulement, 2 seulement, 3. Et tout cela, ça part du contexte et des personnes qui entourent le président du gouvernement. Parce que là, j'ai suivi lors du discours, bon, depuis, la communauté internationale et nationale implore le dialogue. Il faudrait donc, pour pacifier le Cameroun, surtout la zone anglophone, qui est l'un des grands bastions du SDF que je défends valablement, j'aurais bien souhaité, lors du discours du président, qu'il nous parlait un peu du dialogue. Mais quand il dit plutôt, allez, on va déposer les armes. Bon, peut-être après avoir nommé le gouvernement que nous souhaitons, il y aura des hommes de poigne. Et nous souhaitons bien, avec, je voulais embrayer sur l'anglophone General Conference. On parlera plus tard. Thématique. Donc le Cameroun a besoin de paix à l'heure actuelle. Il faut pacifier toutes les zones pour que le Cameroun parle à l'unisson. Si c'est qu'on est ici, on doit peut-être aller quelque part prendre quelqu'un, ministre de l'administration territoriale, qui n'est pas vraiment acquis à la cause anglophone ou bien dans sa région. Je dis, il faudrait que le président fasse très attention. Il y a le G20 qui est allé vers là. Nous ne savons pas ce que ça va nous rapporter. Des gens qui hier étaient totalement opposés au système et qui rentrent. On va là-bas pour tenter qui? Le président va-t-il céder? Ce sont des gens qui sont en train de jouer pour leurs intérêts. Il faudra donc que le président bien. En ce moment où nous nous trouvons, le Cameroun vraiment n'est pas en paix. Il faudrait bien que les gens qui vont choisir, c'est son pouvoir discrétionnaire, mais qu'il soit ça. Je crois que beaucoup d'années au pouvoir, il a beaucoup appris aussi. Et qu'il se départisse de certains vieux qui sont là. Vous voyez le président du Sénat, lors des élections, il a voté où? Lors de la prestation seulement son adjoint. Le gouvernement est vieillot. Il faut vraiment injecter du sang. Le grand Fauchivet a parlé tout à l'heure de la jeunesse. Si quelqu'un a déjà 35 ans, on est adulte. À partir de 35 ans en évoluant. Qu'on injecte même les gars de 40, 50 ans. Pourquoi on a peur de la jeunesse? Pourquoi on a peur des gens frais? Pour que le Cameroun puisse évoluer avec tout le talent que nous avons. Edouard Fauchivet, il y a quand même quelques cas d'école qui justifient et peut-être pourraient conduire le président de la République à faire confiance à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre régional qu'il faut quelquefois respecter pour plaire à l'ensemble des populations constituant le Cameroun. On a le cas, par exemple, du ministre actuel des Finances qui a réussi à redresser la CNPS. Très jeune, il a été
on lui a confié les affaires. On a le cas de l'actuel directeur général des impôts qui a un travail d'orfèvre, arrivé très jeune d'ailleurs à cette fonction, il est le plus jeune. Je peux citer plusieurs cas de jeunes à qui le président a pu faire confiance et qui arrivent à réaliser un travail formidable au sein de ce gouvernement. Le président ne peut-il pas se servir de cet élément pour comprendre finalement qu'il y a une jeunesse suffisamment dynamique et capable justement de l'amener vers les grandes opportunités qu'il souhaite tant? Vous avez raison. Lorsque vous amenez sur la table le travail laborieux du ministre Motazé et du directeur des impôts, il faut comprendre aussi qu'au-delà de la compétence et de l'âge, nous sommes dans une jeune démocratie, et même si tout à l'heure le docteur Somba a dit avec une large majorité de 71%, il faut comprendre que la fragilité de notre démocratie, c'est que le parti reste fort. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de revisiter les paradigmes. Il faut changer les paradigmes. Les paradigmes, aujourd'hui, sur lesquels la politique gouvernementale était basée, faisaient un lien entre la compétence et la base militante. Et c'est pour ça que, n'oubliez pas, nous allons tout droit vers le double scrutin municipal et puis législative. Et celui qui gagne les législatives gouverne. Le président ne peut pas, au sorti d'une élection à 71%, et d'un mandat bataillé difficilement, parce qu'il y a des jeunes loups qui sont entrés, perdre aujourd'hui le gouvernement. Et si nous perdons le gouvernement, ça veut dire que tout ce que nous disons aujourd'hui autour de cette table, le président n'aura pas, n'est-ce pas, des instruments pour gouverner. Et c'est donc pour ça que la structure aujourd'hui, dans le cadre de la nomination, montre la gouvernance de politique de base. On préfère un homme qui a une assise au niveau de la base pour que, avec cette expertise maintenant, les deux liés, il peut donc être appelé à gouverner. Voilà la notion, voilà ce qu'on avait. Sinon, on n'a pas encore le concept de l'expert qui est là juste pour les dossiers et l'avancement. Donc, au-delà maintenant d'interroger donc le côté de la jeunesse, il faut voir. C'est pour ça que le docteur Soma a parlé d'essayer de saupoudrer. Donc, parce que si vous mettez des experts, la jeunesse, et vous oubliez les politiques de base, attention au gouvernement dans quelques mois. Ça, c'est très important. Donc, il faut donc faire avec. Et c'est là où le président de la République, avec son équipe, ils sont en train de réfléchir dans ce concept. Oui, à la jeunesse qui vient. Oui, aux experts qui peuvent apporter dans des cas précis, comme nous avons dit tout à l'heure, mais oui, à cet équilibre de base politique qui existait. Sinon, n'oubliez pas, je vous ai dit, en même temps que le président va faire son équipe, il faut que le président sache que demain, au niveau du double scrutin, il doit avoir le gouvernement. S'il n'a pas le gouvernement, il n'aura pas de possibilité, de moyens de gouverner. Donc c'est pour ça qu'il faut faire avec, et je suis sûr que le travail se fait dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un lien dans ce côté trilogique de la chose, les experts, la jeunesse et les hommes politiques de base. Docteur Ambroise Luçon et Somba, je vais vous surprendre en convoquant votre thèse de doctorat en 2012, très exactement. Vous parliez du premier ministère en droit constitutionnel. Et je voudrais me saisir justement de votre thèse-là pour indiquer que le président de la République, lorsqu'il décide justement de réaménager son gouvernement, consulte d'abord un premier ministre que lui-même nomme. Quel peut être le profil requis pour un gouvernement de grandes opportunités? Oui, c'est déjà un profil articulé autour de la compétence. Je voudrais vous faire quand même indiquer que le président, je vous ai indiqué, je vous ai donné le contenu de l'article 10 tout à l'heure, le président la nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Mais on s'est souvent rendu compte, et c'est ce que j'ai justement développé dans ma thèse de doctorat, en démontrant que le pouvoir de proposition du Premier ministre est généralement confisqué. Parce qu'on se rend compte que
à peine on venait de nommer le Premier ministre, que quelques secondes plus tard, on a formé le gouvernement. C'est-à-dire, dans le sentiment, dans l'imagerie générale, on a l'impression que les consultations préalables et le pouvoir de proposition du Premier ministre n'a pas été respecté dans le cas des CES. C'est pourquoi dans les pays un peu comme le Bénin, quand on a nommé le Premier ministre, on attend 2 semaines ou 1 mois. On a donc dans la tête que suffisamment le président a eu à prendre en compte le pouvoir de proposition du Premier ministre. Bon, il faut donc, à ce niveau-là, comme vous l'avez évoqué, le président on doit avoir un Premier ministre au regard justement de notre contexte qui voudrait que, avec, comme on dit souvent, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, on essaie de justement voir, puisque le président de l'Assemblée nationale vient déjà du nord, donc forcément, on doit avoir un Premier ministre qui vient de la zone, des zones dites anglophones, et avoir certainement un président de l'Assemblée du Sénat qui vient par exemple de l'Ouest, tel que la configuration est faite actuellement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Disons tout simplement que pour que le président de la République puisse atteindre ses missions, la meilleure chose, comme nous tous on l'indique à l'unanimité sur ce plateau, c'est simplement que s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des partenaires que nous avons dit au début. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Lupon Motazé qui a fait des prouesses partout où il est passé, mais je dois vous dire que tous ces derniers temps, les enseignants du supérieur sont mécontents de ces ministres parce qu'il y a une prime trimestrielle qui nous est allouée par le président de la République et jusqu'ici, il n'a pas donné le OK pour que cette prime nous soit payée. Donc, voilà au moins quelques blocages qui amènent à dire qu'il ne faut forcément pas s'entourer de la parenté. Il faut ouvrir les vannes dans le choix des personnes mieux à même d'accompagner, parce que le président de la République, vous l'avez, Maître l'a évoqué tout à l'heure, l'a dit avec pertinence, est suffisamment aguerri pour comprendre un certain nombre de choses avec tout le temps passé au sommet de la magistrature suprême. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Retenons tout simplement que pour qu'il y ait efficacité, pour que le bien-être s'installe et s'impose, il faudrait qu'on ait un gouvernement solidaire, un gouvernement qui est coiffé par un Premier ministre qui fait l'unanimité, un gouvernement qui est structuré autour justement des personnes capables d'accompagner le président de la République. Et surtout, on a évoqué tout à l'heure la jeunesse, on a évoqué les technocrates, on a évoqué un certain nombre d'hommes politiques, parce que tout cela concourt à la mise en place des politiques publiques visant justement à ramener non seulement la paix, mais aussi à pouvoir au développement de l'État du Cameroun. Donc, disons tout simplement, M. Yves, pour se résumer, qu'une équipe qui est dynamique ne peut produire que des résultats probants. Or, si nous avons une équipe qui vient dormir, où chacun surfe sur ses propres intérêts, au lieu de servir l'intérêt général, je pense que nous allons encore davantage reculer. Je rappelle aux téléspectateurs que nous ne prenons uniquement que des SMS ou alors des réactions par WhatsApp. Nous ne prenons pas d'appel, s'il vous plaît. Paul Pairé, oui. Quel profil pour ce septennat est requis pour le gouvernement en cas de constitution? Quel profil? Nous souhaitons, je suis toujours dans la... Je sais, le RDPC a ses habitudes. Et le RDPC reste dans ses habitudes. C'est des souhaits que nous émettons. En 36 ans, on a vu que tout ce qui se passe, c'est toujours le gouvernement de copinage, des classes d'âge et tout. Nous avons parlé tout à l'heure de la jeunesse qu'il faut insérer. Il faudrait, pour ce gouvernement que nous souhaitons, parce que nous autres, nous ne souhaitons pas être dans le désordre, nous souhaitons que le Cameroun soit en paix. Nous souhaitons que nous puissions évoluer et que la paix règne dans les 10 régions du Cameroun. Il faudra un gouvernement qui pense à la paix, pacifier, dialoguer. Parce que si c'est les armes qui crépitent dans le nord-ouest, sud-ouest, je pense ça ne va pas vite finir. Il faudra dialoguer. Un gouvernement donc qui peut dialoguer sur le terrain, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, les causes, et pouvoir résoudre le problème qui est dans la zone anglophone. Et pouvoir intégrer la jeunesse. Je crois que voilà un peu, en quelques mots, ce que nous voulons. Nous souhaitons que le Cameroun, qui regorge de grandes potentialités, soit vraiment un État digne de ce nom. Que nous ne soyons pas à l'arrière-plan par rapport aux autres nations qui n'ont pas autant de potentialités, autant de richesses en minerais, sous-sol et tout consort. Le Cameroun, vraiment, nous aimerions avoir un Cameroun qui désormais
doit mettre l'accent sur le développement, le social. Et surtout, nous regardons, le professeur a parlé tout à l'heure des enseignants. Je suis un peu choqué quand on apprend le b.a.-ba par l'enseignant. Et l'enseignant au Cameroun est très mal payé. Très mal payé. Voilà pourquoi dans nos foyers, dans nos maisons, il faut avoir un enfant, le maître doit passer le temps à dire, bon, il faut prendre 100 francs à ton père. Il faut donner un salaire digne de ce nom. Nous voyons certaines grilles de salaire. En Côte d'Ivoire et un peu partout, vraiment l'enseignant camerounais, il est vraiment ridicule sur le plan salarial. Il y a un gouvernement qui doit penser à ces choses, à savoir l'enseignement, le social et tout. Ça va être un gouvernement qui pourra booster le Camerounais et faire évoluer le Cameroun. Edouard Fauchivet, je rappelle à la réalisation de poursuivre l'affichage du code d'accès par SMS pour permettre aux téléspectateurs, déjà bien nombreux, de réagir à cette émission ce dimanche. Edouard Fauchivet, il y a quand même le fait qu'on a déploré, pour le constater, l'effectif jugé, dit-on, pléthorique du gouvernement des grandes réalisations. Certains estimaient qu'on en avait énormément et qu'on pouvait fragmenter tout cela. C'est également une urgence. On se rappelle que le Cameroun, pour l'heure, doit faire face à des programmes de réforme avec le Fonds monétaire international suffisamment drastique, puisqu'il s'agit de redresser le budget déficitaire du Cameroun. Est-ce que ces éléments-là, pris en compte, pourraient également amener le président de la République, qui a d'ailleurs fait de la réduction du temps de vie de l'État un de ses chevaux de bataille, de revoir la taille du gouvernement au-delà de l'efficacité recherchée entre la jeunesse, les technocrates et les politiques? Mais M. Sanjo, je vais plutôt aller contre votre pensée. Le train de vie du gouvernement n'est pas fonction de la taille. Il faut faire très attention. Mais faire fonctionner un département ministériel, c'est quand même... Oui, mais parce que quand vous pensez peut-être qu'avoir 65 ministres, c'est directement les charges. Oui, les charges visibles, comme vous dites. Mais si aujourd'hui, en interrogeant les idées que nous avons pu mettre autour de la table, il y a ce sentiment de nationaliste, le docteur l'a dit, il y a ce sentiment d'apporter une contribution, n'est-ce pas, à la gestion de son pays. Voilà ce qui devait guider le président. C'est important. Parce que aujourd'hui, un gouvernement de 30 ne me générait pas. Mais vous pouvez tomber sur un gouvernement de 30 avec des charges qui dépassent un gouvernement de 60. C'est question des hommes et de mentalité. C'est tout. Tout ce que vous dites là, c'est question des hommes et de mentalité. Ensuite, interrogeons la carte politique du Cameroun. Vous savez, nous avons une multitude d'ethnies. Le Cameroun est un socle aujourd'hui de la diversité. Et cette diversité, aujourd'hui, nous avons parlé de ça, on a oublié qu'il faut tenir compte de cette diversité, pas en termes des grands équilibres, hein, mais pour faire comprendre que nous tenons compte de notre culture. Donc tout ceci, oui, pour revoir aujourd'hui la taille du gouvernement, pour rendre beaucoup plus opérationnel, là je suis d'accord. Mais en termes aujourd'hui de charge, de train de vie de l'État, non, que ceux qui viennent. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent qu'on peut remanier à chaque instant lorsqu'on n'a pas atteint des objectifs. Les objectifs se mesurent. Il y a le temps, le court terme, c'est 6 mois. Donc, à partir de 6 mois, le président peut décider de faire un léger remaniement gouvernemental parce que les termes donnés qui ne voient pas apparaître, il faut plutôt qu'on... C'est pour ça que j'ai insisté sur les cahiers de charges. La vision, vous ne pouvez pas dire un ministre... Docteur Fauchivet, je vous relance et vous allez continuer dans votre développement. Est-ce que vous sentez que le président de la République, à l'heure actuelle, a une volonté d'évaluer les cahiers de charges? On était parti sur un budget-programme qui a... Aujourd'hui, connaît des problèmes d'évaluation. Certains se plaignent de ce que le président de la République tient finalement très rarement les conseils de ministres. Comment fait-il pour évaluer les cahiers de charges de ces ministres? Le gouvernement le conseil de cabinet. Et c'est là où tout s'anime. Je comprends, ce n'est pas parce que les autres font chaque mercredi que vous pensez qu'on peut le faire. Là, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, en termes des objectifs à atteindre, n'est-ce pas,
je voudrais interroger le cadre, par exemple, de la Coupe des Nations qui nous tient tant. Quand vous avez un chronogramme d'action, vous mesurez les chronogrammes d'action. Quand ça ne va pas, vous apportez des actions collectives. Et si vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous changez d'équipe. Il ne faut pas avoir peur de changer. C'est parce que dans la vision que nous avions, c'est beaucoup plus la base militante qui était importante. Et c'est pour ça que je vous ai dit de faire appel aujourd'hui, quand on fait appel aujourd'hui aux technocrates, aux experts, qui n'ont pas de lien avec la base militante. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Je suis du RDPC. Vous nommez quelqu'un qui est comme le docteur Soma qui n'est pas du RDPC. Vous le nommez ministre et il devient membre du RDPC. Donc il faut dépasser ce concept. C'est de ça que je parle. Il faut dépasser ce concept. C'est pour ça que j'ai dit, il faut interroger aujourd'hui la structure que nous voulons pour accompagner le président doit être la jeunesse, les experts, et les politiques en troisième position. Citer les politiques en première position. C'est-à-dire qu'on vous nomme parce que vous avez une base militante que vous devez animer. Aujourd'hui, avec le résultat de 72%, je pense que le président de la République peut s'arrêter et dessiner une cartographie politique. Ça veut dire, les zones où il a gagné, les zones où il n'a pas gagné, il peut renforcer cette zone par la recherche des hommes politiques de base. Là où il a gagné, il n'a pas besoin de renforcer, il a plutôt besoin des experts. Et donc voilà cette technique de saupoudrage que nous avons dit. Donc qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui au Grand Nord? C'est de mettre des experts qui peuvent apporter quoi? Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de l'énergie. Ils ont besoin des infrastructures de base. Des infrastructures de base d'accompagnement de la vie sociale. Alors, donc, ce n'est plus... Si le résultat de l'extrême nord, du nord, le cumulé de 75 à 80%, on n'a plus besoin des hommes politiques. Les hommes politiques sont déjà. Donc, on a besoin de cette zone, des experts qui peuvent apporter une contribution. Voilà à peu près l'imagerie qu'on peut donner. Donc, il faut se détacher du paradigme d'homme politique, ministre. Plutôt parce que dès que vous avez le paradigme d'homme politique ministre, dès que, comme j'ai pris le cas de mon collègue, dès que vous nommez le docteur Soma, il devient directement, il convoque des hommes politiques comme moi pour un réunion. Vous vous rendez compte qu'il faut dépasser ce paradigme, ce concept. Donc, je crois que les hommes sont autour du chef de l'État aujourd'hui. Vous avez, maître a dit, c'était un homme, lorsque nous étions sur les chaînes de télé, lors de notre propagande, nous disions, c'était un homme d'expérience. Cette expérience aujourd'hui, il a dit, on veut voir l'appel du premier gouvernement, on va donner le tempo du départ. Le président, tout ce que nous disons aujourd'hui sont à l'écoute, ils nous suivent. C'est pour ça que nous voulons lui donner des larges pistes pour permettre au chef de l'État aujourd'hui de comprendre que nous, au niveau de la base, au niveau des enseignants, au niveau des hommes politiques, on veut l'accompagner. Mais on veut qu'il tienne compte aujourd'hui, qu'il ne lie plus les nominations aux hommes politiques de base. Parce que les hommes politiques de base, ce score montre que les hommes politiques de base sont déjà. Ils doivent donc plutôt chercher à maintenir ce concept pour le lendemain meilleur et permettre aux experts, à la jeunesse, de s'exprimer. Docteur Ambroise Isomba, analyse suffisamment pertinente d'Edouard Fauchivé. Le président devrait donc prendre en compte à la fois ces hommes politiques, certes, mais doit prendre également en compte cette jeunesse, les compétences, les technocrates. C'est une belle approche pour le président de la République aujourd'hui qui doit faire face à de nombreux chantiers. Je rappelle que ce septennat reste émaillé par des réalités. On a le contexte sécuritaire qui s'impose au président de la République, la relance de l'économie. Le Cameroun n'a plus droit à l'erreur. On est sous programme avec le Fonds monétaire international. Et tout le monde sait très bien que si on ne réussit pas ce pari-là, les plans d'ajustement structurel ne seront pas bien loin. Il y a l'impatience de la jeunesse. Il y a les femmes qui souhaitent également s'impliquer davantage dans les sphères de décision. Le chef de l'État est finalement en face d'une véritable réalité. Oui, Yves, moi, tout ce que je peux dire en termes d'observation, c'est que le président décide. Il ne contrôle pas, mais il sanctionne moins. Donc, on voudrait que pour ce septennat de grandes opportunités, que les opportunités lui donnent l'occasion de décider, de contrôler, et si éventuellement rien n'est fait dans le sens qu'il aurait souhaité, il frappe. C'est la raison pour laquelle, monsieur Yves, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la corruption qui a véritablement tordu la gouvernance au Cameroun, tout simplement parce que
en avril 1961, Feu Amadou Ahidjo avait mis en place le tribunal criminel spécial, qui n'est pas une nouveauté aujourd'hui, hein, maître, on l'a déjà évoqué. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte, Feu Ahidjo, qu'il y avait des atteintes sur la fortune publique de l'État et que les chefs traditionnels ne reversaient pas les impôts qu'ils collectaient auprès des populations. Ahidjo a mis en place le tribunal criminel spécial. Vous savez la peine? La peine, c'était un emprisonnement à vie, c'est-à-dire que, et avec travaux forcés. Ça faisait donc de sorte que, dès que vous voyez la fortune publique, vous prenez du recul. Je rappelle que dans des pays comme c'est vrai que c'est des pays communistes comme la Chine, hein, c'est suffisamment clair et lapidaire hein, sur ces questions de fortune publique parce qu'on connaît la souffrance qu'on a à pouvoir enflouer les caisses de l'État. Il est tout à fait normal de ne pas jouer avec la fortune publique. Justement, c'est-à-dire que et je faisais donc une comparaison, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais lorsque cette comparaison s'articule ou s'adosse sur des éléments précis comme je vais l'évoquer, vous voyez aujourd'hui le tribunal criminel spécial créé en 2012. On vous dit, si vous avez remboursé le corps du délit, on peut éventuellement vous libérer. Mais ça amène tout le monde à aller voler. Vous voyez, regardez la sanction du tribunal criminel en 61, monsieur Yves. On vous dit, vous êtes condamné à vie et avec travaux forcés. On vous sort tous les matins. Voilà l'autoroute, il y a un des doigts là qui est en train d'être fait. On vous sort tous les matins, vous travaillez jusqu'à ce que vous mourrez. Et à partir de là, vous créez la chose publique. Donc, nous voulons que le président de la République ait un sursaut d'orgueil qui se réveille. Parce qu'on estime que il est silencieux et que ces silences sont des actes. Ce sont des actes, ce sont des actions. Mais nous voulons que, enfin, nous proposons, nous envisageons pour ce mandat de grandes opportunités que le président de la République s'asseye, il décide, il contrôle et éventuellement il sanctionne. Et là, nous pensons que nous sommes clairement, comment dire, nous sommes